Bonjour, bienvenue sur la chaîne Gaoufou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette année 2026, le 2 janvier 2026, pour une vidéo qui va parler de la première partie de saison du Paris FC. On va revenir sur deux éléments, les positifs, le négatif, et enfin un troisième, les axes d'amélioration. Les axes d'amélioration, ça va être le mercato, c'est l'objet d'une vidéo qui va arriver en fin de vidéo et vous sera proposée juste ici. Le but ici, c'est pour moi, ça va être de juste revenir sur cette première partie de saison et de pointer peut-être du doigt des axes d'amélioration, des pistes pour améliorer cette équipe qui, aujourd'hui, est à la 14e place du classement de Ligue 1. Le Paris FC, dans cette première partie de saison, a eu énormément de possession de balles, a marqué quand même pas mal de buts. 21 buts, on est plutôt au milieu du tableau quand il s'agit de comparer avec les autres équipes de Ligue 1. Par contre, on peut vraiment pointer du doigt un axe qui va être la défense. Sur la partie défensive, à aucun moment on a été bon. On n'a pas été une très bonne défense, en tout cas, de cette Ligue 1. Je crois qu'il y a seulement 2 ou 3 matchs où on n'a pas pris de but. 29 buts pris. On est la deuxième pire défense avec Nice. Nice qui est une équipe en décomposition, qui est juste 13e du classement européen l'année dernière. Ils sont 13e cette année. Autant vous dire, c'est une équipe qui est en train de se reconstruire et qui va devoir se reconstruire dans cette deuxième partie de saison. Ils ont même fait appel au pompier de service Claude Puel. Voilà, autant vous dire que cette première partie de saison, elle était plutôt intéressante offensivement, dans la proposition, dans le jeu et tout. On a beaucoup été cité dans les équipes ambitieuses qui veulent proposer un certain style de jeu. T'es un promu. T'es un promu et il y a aucune équipe dans la deuxième partie de tableau qui essaye de faire du jeu. Donc voilà, l'équipe qui est leader de Ligue 1 n'a pas la possession de balle dans ces matchs. Donc, autant dire, on vient avec une volonté de faire quelque chose qui n'est pas forcément commune. Mais là, une chose qui est pas commune, c'est de vouloir avoir le ballon alors que t'as pas forcément les garanties techniques et les garanties d'expérience dans le jeu pour le faire. On a un des groupes les plus vieux de Ligue 1. Ça, c'est quelque chose qu'on doit aussi préciser. T'as le groupe le plus vieux de Ligue 1. L'âge moyen de ton équipe, je vais vous partager mon écran. Ligue 1, âge, t'as le groupe le plus vieux de la Ligue 1. Voilà. Avec Marseille, Lille et Nantes. Donc Marseille, ils ont de l'expérience, ils savent recruter, ils ont des jeunes aussi sur lesquels ils s'appuient. Ça fait baisser un petit peu ce nombre de joueurs. Mais t'as un effectif aussi très gros, hein, qui est aussi gros que les Européens. Tu t'es pris dégraissé, t'as pas de rotation, t'as pas de jeunes. Waouh! Ça, c'est un problème. On va revenir là-dessus. On va essayer de revoir tout ça. La valeur de ton effectif aussi, elle a bien baissé par rapport au début de la saison. T'as perdu 10 millions de valeur. Quand on voit entre Obed qui a perdu 1 million, Trapp qui a perdu un peu, Otavio, voilà. Il y a pas mal de choses qui font que cette première partie de saison, elle était censée être plutôt positive. T'es promu, t'as mis de l'argent. Il y a des joueurs qui sont arrivés avec de l'ambition, qui sont venus pour ouais, justement confirmer. C'est pas du tout le cas. Dans cette première partie de saison, le positif. On va parler du positif. Pour moi, le positif, ça a été surtout un joueur, Ilan Kebal. Pour moi, Ilan Kebal, pour cette première partie de saison, il a proposé du positif. 6 buts, 4 passes décisives. C'est un joueur qui a été ultra réaliste dès qu'il a eu le ballon, qui a été ultra bon dans ce qu'il avait à tenter en termes de passes complétées. Dans le jeu, en fait, il a montré énormément de bonnes choses. Ça reste un joueur qui est bon dans une équipe qui est pas très bonne offensivement. Je pense que s'il était mieux entouré, on parlerait peut-être un petit peu moins de lui, mais quelle qualité. En tout cas, c'est forcé de constater quelle qualité. Il y a plusieurs choses positives, hein, bien sûr. L'affluence, on fait 17 000 d'affluence quand t'étais en moyenne à 5 ou 6 000 en Ligue 2, voire même moins les années précédentes. Ça reste quand même une très belle chose. Offensivement, t'es pas mauvais. T'as réussi à faire 4 victoires, 4 nuls. Voilà. Mais les 8 défaites, faut voir contre qui aussi on perd. Et ça fait partie des choses moins positives. Et là, on va parler du moins positif et plutôt des axes d'amélioration. Pour moi, l'équipe qu'on a constituée et qui est arrivée, elle est arrivée avec l'ambition de faire du jeu, encore une fois. Et cette ambition de faire du jeu, je peux pas dire que ça soit hyper positif. Quand on regarde aujourd'hui les statistiques qu'on a,
À chaque fois qu'on a eu plus de 60% de possession de balle, à chaque fois qu'on a eu plus de 60% de possession de balle, et vous le voyez là, c'est une défaite. Faire du jeu en Ligue 1, c'est pas forcément avoir des résultats. Et ça, c'est un des problèmes qu'on doit se mettre en tête. On l'a vu, hein, les défaites, elles sont pas venues en un bloc. Il y a eu un moment où il y a un joueur qui était absent. Non, c'est pas le cas. Ces défaites, elles ont eu lieu à différents moments de la saison. On voit première journée, dernière journée jouée. C'est des défaites. Pourquoi? Parce que tu as énormément le ballon, que tu ne sais pas quoi en faire et que l'équipe en face n'a pas besoin d'en avoir beaucoup pour te mettre en danger. Parce que tes joueurs, en fait, ils ont tellement l'habitude de garder le ballon que quand ils ne l'ont plus, ils paniquent. Je peux pas vous dire autre chose. L'équipe qui n'a pas paniqué, qui nous a pas fait paniquer aussi quand on n'a pas eu on leur a laissé le ballon, etc., c'est Lorient. Mais c'est parce que c'est pareil, c'est une équipe qui fait du jeu, qui a pas l'habitude de pas avoir le ballon, et une équipe qui s'était habituée en tout cas à faire du jeu en Ligue 2. Et aujourd'hui, ils sont arrivés face à une équipe de Ligue 1 qui a les mêmes idées qu'elle. Et ben du coup, on a pu développer notre football parce qu'on est face à une équipe qui a pas la volonté de contrer, qui a pas de ça dans son ADN. Donc tout de suite, ça fait un résultat un peu plus quali. Et quand tu regardes, ben, les autres équipes, Lens, ils nous ont donné une leçon de football, 2 buts sur coup de pied arrêté, je crois, sur ce match-là, si je me trompe pas. Nice, voilà, on a essayé de jouer un peu plus en contre en deuxième mi-temps, on a essayé de varier un peu dans ce match, mais eux, ils ont été chirurgicaux quand ils ont eu l'occasion de le faire. Et nous, on n'a pas su transformer notre domination. Donc là, tu as manqué de réalisme. C'est un match où tu as manqué de réalisme. Contre Le Havre, tu étais à l'extérieur, pareil. À l'extérieur, tu dois d'être plus réaliste, 0-0, alors qu'il y a quand même eu beaucoup d'occasions qui ont été créées. Manque de réalisme des deux équipes, hein. On le dit, hein, des deux équipes. Ils ont été quand même plus dominants que nous. On avait le ballon chez eux. Mine de rien, ça reste à souligner. Contre Auxerre, tu dois être beaucoup plus tueur, réaliste, à domicile, un match pauvre. Voilà. Que dire de plus? Brest, t'es parti à l'extérieur en début de saison. T'as joué une équipe qui était en méforme et on le voit, hein, 2 d'expected goals. Ils se sont créés des occasions, notamment en fin de match, avec un rouge d'Otavio qui a quand même pas été bon dans trop de matchs, mais dans celui-ci, c'est vrai que avant son rouge, on se disait waouh, on attendait ce match-là en fait. Malheureusement, il prend un rouge, donc même dans le match où il est bon, on se dit waouh, qu'est-ce qu'il nous fait? Et enfin, contre Lyon, t'es mené 3-0, tu reviens dans un match où tu t'es pas créé tant d'occasions que ça, où c'est plus Lyon qui a laissé filer le match que toi qui es venu le chercher. T'es mené 3-0 chez toi contre Lyon, faut pas oublier. C'était la 10e journée, on n'a pas appris de nos leçons. Et derrière, la 12e journée, tu perds contre Rennes, pareil, chez toi, alors que tu domines, t'es bien dans ton match et tout, mais c'est une équipe qui va te contrer et qui va, lorsque tu n'as pas le ballon, lorsque tu te retrouves, pardon, sans solution, il va te montrer c'est quoi jouer au football. Et quand on regarde dans les matchs où la possession elle a été beaucoup plus équilibrée, c'est les matchs où tu prends des points en fait. Si on avait ce style de jeu un peu plus équilibré, où on se permet de laisser le ballon à l'adversaire, de travailler, d'organiser notre équipe pour que lorsqu'on n'a pas le ballon, on puisse aussi souffler et pas être que dans des phases où on se dit putain, ça fait longtemps qu'ils l'ont pas eu et là ils l'ont, faut qu'on fasse la course dans l'autre sens. Ben, je pense que ça peut impacter. Et on le voit, à part contre Marseille où vraiment on était à la rue en termes de possession, en même temps il faut aller jouer au Vélodrome. Deuxième journée, t'as pas trop d'expérience de la Ligue 1. Mine de rien, c'est le seul match où vraiment t'es décroché en termes de possession. Tous les autres matchs, en fait, c'est pas des mauvaises copies. Contre Lille, t'es dominé par une équipe qui est beaucoup plus forte que toi. Contre Monaco, ben, tu fais un peu une victoire un peu surprise, mais même si tu te crées plus d'occasions qu'eux, c'est un Monaco assez pauvre, hein, que t'as joué. Contre Metz à domicile, voilà, tu devais avoir le ballon, tu devais aussi avoir la domination, c'est ce qui s'est produit. Tu peux marquer un peu plus de buts, comme eux ils peuvent en marquer un peu moins, mais concrètement ça a été un bon match. Les bons matchs en fait que tu as fait cette saison, voire les matchs un peu moyens, mais où on peut se dire tu prends des points, c'est des matchs où tu as forcément confisqué le ballon. Il va falloir qu'on garde cette mentale. On va parler des joueurs individuellement, mais pour ce faire, je vais pas forcément aller dans les stats, dans mon tableau tactique. On va repartir sur les joueurs qui ont eu le plus de temps de jeu et je vais vous débriefer tout ça. Voilà, on se retrouve devant mon tableau tactique, comme je vous disais. On le voit ici, vous avez les joueurs qui ont eu le plus de temps de jeu dans cette première partie de saison. Au cage, c'était Obed, le joueur qui a été le plus sollicité et le plus en titularisé. Dans les cages,
Je pense que dans cette deuxième partie de saison, ce sera plus le cas. Obed, il va être peut-être dans une rotation avec Trapp, mais Trapp a montré en tout cas plus de garantie en termes de sérénité, pas forcément en termes de niveau pur sur un match, mais en termes de sérénité, je pense qu'il a offert plus de garantie que Obed. En même temps, il a beaucoup plus d'expérience, il connaît beaucoup plus de situations en fait dans sa carrière. Il était un joueur international et tout. On va pas vendre Trapp, mais aujourd'hui, je pense que c'est lui qui va être le plus souvent titulaire dans cette deuxième partie de saison, surtout au vu du classement de l'équipe. Je pense que Kevin Trapp, il peut être très sollicité. Samir Chergui, je le mets là en arrière droit parce que tout simplement, il commence la saison à ce poste-là. Que en plus de commencer la saison à ce poste-là, ça va être un joueur qui va être utilisé. Il a offert des garanties, il a montré des choses. Le seul problème de Samir Chergui, c'est qu'il a plutôt tendance à se blesser. Il peut être parfois incertain, parfois pas forcément très fiable au niveau des blessures, chose qui pourrait nécessiter du coup, je pense que sur ce poste d'arrière droit, une recrue. Je mets le numéro 5, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Ici, on est sur une rotation avec Traoré, et il y a Alacouche qui pourrait revenir de blessure, qui pour moi peut être aussi une alternative à Traoré. Traoré, pour moi, c'est pour ça qu'il est en blanc, il m'offre pas de garantie de titulaire. Fergie, j'ai des garanties de titulaire en Ligue 1. Il nous a montré qu'il pouvait être un titulaire régulier, pas forcément très performant. On va pas, c'est pas le meilleur arrière droit de Ligue 1. C'est pas ça que je dis. C'est que ça peut être un joueur qui peut gagner sa place de titulaire dans cette équipe en étant performant. Traoré m'a pas montré qu'il pouvait être performant et titulaire en Ligue 1 depuis son arrivée. J'ai beaucoup de doutes là-dessus. On le voit même à la CAN, il n'est pas titularisé avec le Mali. Le coach ne l'utilise pas sur ce début de CAN. Est-ce que c'est parce qu'il est fragile physiquement? Est-ce que c'est pour d'autres raisons? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un leader vocal. Mais leader vocal à qui on propose un gros contrat, etc. Moi, ça me convient pas s'il n'y a pas devant lui un jeune qui peut lui être le vrai titulaire et le joueur qui va progresser, qui va regarder un petit peu des bouts de match où Traoré va être aligné en titulaire, etc. C'est pas le cas. Aujourd'hui, on n'a pas on n'a pas ce groupe-là. À la couche, il peut revenir de blessure. C'est un jeune, relativement jeune, parce que ça fait 2 ans qu'il a pas joué, mais il a quoi, 26, 27 ans. C'est pas un jeune, mais voilà, il a pas l'habitude de jouer non plus à ce niveau-là, donc peut-être que ça peut être ce jeune-là que Traoré va coacher et tout. Auquel cas, ben, peut-être Chergui, on va l'avoir plus dans la défense centrale, son poste naturel. Et là, je pourrais comprendre qu'on ne recrute pas si cette combinaison de deux joueurs est performante. Mais j'ai pas de garantie. À la couche, ça fait 2 ans qu'il a pas joué au foot. À chaque fois qu'il a joué, malheureusement, il s'est blessé. Et avant qu'il se blesse, il était très bon. Il était très bon. Il n'y a rien à dire. Maintenant, je mets le petit 5 ici. Pourquoi? Enfin, le gros 5 ici. Parce que pour moi, c'est un poste sur lequel tu dois recruter si tu veux avoir plus de certitude dans cette deuxième partie de saison. Pour moi, Chergui aussi, je le mettrai pas sur un poste d'arrière droit. Pourquoi? Parce qu'il faut de la profondeur. En dehors de Embo et Otavio, c'est Chergui le défenseur central et Kolo Zedzak. Kolo Zedzak, il est en gris parce que pour moi, c'est fin de contrat. On le prolonge pas et on le garde pas. Je pense qu'on peut facilement retrouver un défenseur qui peut apporter plus que lui dans notre vestiaire. C'est sûr, au moins de la rotation, il est pas là pour ça. Il a quoi? Il a 120 minutes de temps de jeu dans les pattes cette saison. Il a plus le niveau physique pour la Ligue 1 et tactiquement, c'est pas un joueur qui peut être utile parce qu'on joue qu'à deux. Et quand tu joues à deux défenseurs centraux, tu as besoin d'un mec qui est au top physiquement. Donc Embo, moi, il m'offre pas de garantie parce qu'on n'est pas bon en défense, mais pas parce que lui, il a pas un bon niveau. J'aurais plutôt tendance à le garder lui que Otavio, personnellement. Ce qui veut pas dire que euh, ce sera le cas du club. Et moi, dans ce poste de défenseur central, je vais avoir vraiment une top recrue. Il me faut une top recrue, hein. C'est vraiment la priorité du mercato. Il me faut un vrai grand défenseur central capable d'impacter sur les coups de pied arrêtés, capable pour éviter de prendre des buts tout le temps. Embo, il est grand, mais il est pas impactant. Je vais pas vous mentir, son jeu de tête, je le trouve pas rassurant sur les coups de pied arrêtés. Il me faut quelqu'un qui a du caractère, il me faut quelqu'un qui a de l'expérience, il faut quelqu'un qui peut guider Otavio, même s'il trappe, tu vois, qui est lusophone, il peut vraiment guider Otavio dans la défense et tout. Je pense qu'il faut aussi amener à côté d'un Otavio qui sera
et qui a été la plus grosse recrue de l'histoire du club. 17 millions cet été, qui est là, qui est pas bon. Il va falloir ajouter à ses côtés un joueur qui va pouvoir l'aider à progresser et à atteindre le niveau attendu pour un joueur qui a coûté 17 millions à un club ambitieux comme le Paris FC. À ses côtés, je mets toujours De Smet. Pour moi, De Smet, c'est un joueur qui propose de bonnes choses, qui peut être mis en concurrence avec Olila. Mais pour moi, Olila, il offre pas autant de garanties sur l'aspect défensif et qui doit coacher et aider Noah Sangui à le dépasser. Noah Sangui, je pense qu'en termes de potentiel, il peut aller plus haut que Thibaut De Smet. Thibaut De Smet, c'est un joueur que j'apprécie grandement. J'ai fait son interview, d'ailleurs, je vous invite à aller là jeter un coup d'œil sur la chaîne Parlons Paris FC. Mais Noah Sangui doit être un joueur qui met de la concurrence à ce poste. Mais aujourd'hui, au vu de la première partie saison, je le mets jamais titulaire. Jamais, 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 jamais titulaire. Parce que il m'offre pas assez de garantie de concentration, de garantie dans les prestations d'un match à l'autre. Je veux plutôt lui donner des minutes en fin de rencontre, le glisser un peu dans la rotation tout doucement. Mais voilà, c'est plus Olila De Smet pour moi, la paire qui doit être utilisée cette saison. Ensuite, au milieu de terrain, c'est dans cette zone où on va avoir, je pense, des besoins de retravailler tactiquement l'équipe. Pour moi, Maxime Lopez, il est trop loin du but adverse, il est trop loin du but. Et Adama Camara, c'est un joueur qui peut avoir sa place dans la rotation d'une bonne équipe de Ligue 1. Techniquement, il offre des bonnes choses, mais il peut pas jouer à 3 postes différents durant un match. Il peut pas être 10, dans le même match passer 6, dans le même match passer 8. Pourquoi? Parce que c'est des postes qui n'ont rien à voir, qui ne demandent pas la même exigence, ni physique, ni mentale, ni technique. J'aimerais bien qu'on fixe nos joueurs à des postes. Et c'est pas le cas pour nos milieux. Ils sont tous amenés à jouer. Parfois, on a vu Marchetti en défense centrale, en libéraux, mec qui est là pour aider à ressortir le ballon. Pareil pour Camara, pareil pour Maxime Lopez, pareil pour Les Melou. Et dans le même match, on leur demande d'être dans la surface adverse et de convertir des occasions. Les gars, concentrons-nous sur un football où on a un vrai 6, une vraie recrue à ce poste. Et vous voyez, c'est juste la priorité des recrues, les numéros. Pour moi, la priorité, c'est le défenseur central. Derrière, tu vas recruter aussi un 6 qui va venir pour organiser et colmater un peu toute ton organisation défensive. Et derrière, tu vas t'appuyer sur 2 joueurs qui ont techniquement et qualitativement la possibilité de créer en Ligue 1. Bien sûr, derrière ces 2 joueurs, tu vas avoir 2 joueurs capables aussi de prendre le relais. Pour moi, Marchetti n'a pas 90 minutes en Ligue 1 s'il doit jouer à 3 postes différents dans l'organisation qu'on a. Mais par contre, si on lui demande d'assurer des tâches qui sont d'être un relayeur fiable et capable aussi de convertir des occasions, je pense que c'est un joueur qui peut avoir 90 minutes dans les pattes en Ligue 1. Par contre, si tu lui demandes de défendre, d'attaquer, de faire des bonnes passes, au bout d'un moment, ils se crament, les mecs. Les mecs, ils sont pas le coffre, ils ont pas l'expérience ils ont pas le vice, ils ont pas encore aujourd'hui l'expérience de la Ligue 1, en fait, tout simplement. On va pas dégrader nos joueurs, c'est pas le but, c'est pas de dire que Marchetti, Camara, et tous les autres sont pas bons. C'est de dire que, comme on les utilise aujourd'hui, avec le système qu'on utilise, ils n'ont pas été bons. Maintenant, il faut changer des choses. Je pense que en ajoutant un 6 physique, qui a des qualités, notamment sur coup de pied arrêté, qui vont pouvoir être utiles, tu vas amener plus de cohérence dans cette équipe. C'est sûr qu'un profil N'Golo Kanté dans le jeu qu'on a voulu mettre en place avec cette équipe peut avoir un intérêt. Mais par contre, sur coup de pied arrêté, tu ramènes encore un joueur qui fait mon 1m70, 75, pardon, et du coup, t'as pas cette densité, cette capacité à rentrer dans l'impact, même si c'est pas que ça. Les gars, il nous faut quand même un vrai 6, un vrai patron de notre milieu défensif, de notre défense, qui va être les yeux de notre défense, en fait, qui va éviter les contre-attaques, qui va venir couper ligne de passe, qui va être dans le duel, qui va être un peu le vice de l'équipe. Et ça, t'en as besoin. Et ça peut pas être Maxime Lopez, parce que Maxime Lopez, pour moi, a trop de qualité balle au pied pour incarner un rôle dans une équipe où il doit être aussi le joueur dominant sans le ballon. C'est pas possible. Tu peux pas avoir la balle, et quand t'as pas la balle, en fait, c'est toi qui prends toutes les responsabilités défensives. C'est pas possible. Ce qui fait que tu laisses tes défenseurs, en fait,
nus en fait face aux offensives adverses et c'est pas bon. C'est pas bon. Derrière, en fait, on va parler de l'attaque. Parce que là, on est sur les 3 joueurs offensifs. On va parler de l'attaque. Moses Simon, Ilan Kebal et Jean-Philippe Crasso. Pour moi, derrière Kebal, en fait, t'as Ikoné. Aujourd'hui, c'est Jonathan Ikoné qui vient en rotation et qui vient même parfois plus en remplacement, mais sans que Kebal sorte. Kebal, il joue juste à un poste différent. Ça peut être possible. Ça peut être possible. Je trouve que c'est pertinent même de faire rentrer des fois Ikoné à la 60e, 70e et de demander à Kebal de se réaxer un peu. Maintenant, pour moi, Ikoné peut pas être titulaire en Ligue 1. Il n'a pas montré, en tout cas pour l'instant. On a fait plus de la moitié de la saison. Il n'a pas montré qu'il avait les qualités physiques, les qualités de fiabilité pour être titulaire en Ligue 1. On te donne une place de titulaire et on sait que toi, on peut compter sur toi à tous les matchs. C'est pas vrai. Ikoné n'est pas ça. Et du coup, Ikoné, moi, je trouve que c'est bien pour la rotation derrière un joueur très, très pertinent et très fiable, qui est Ilan Kebal, qui a joué quasiment toutes les minutes possibles depuis le début de la saison. Là, il sera pas présent sur les 2-3 prochaines rencontres parce qu'il est à la CAN. Mais je pense que dans ce cas-là, Ikoné peut être titulaire, mais sur une période courte et une période donnée, quoi. De l'autre côté, on a Moses Simon. Moses Simon, moi, je l'ai mis en blanc parce que pour moi, il m'offre pas de garantie dans le système qu'on a actuellement. Aujourd'hui, on a un Moses Simon qui est un joueur de contre, qui est un joueur qui est là pour amener de la qualité offensive dans des équipes qui vont pas forcément avoir le ballon. On a le ballon. Comment vous voulez qu'il soit pertinent 90% du temps? Il est là, il regarde un peu les actions se faire tout en haut du terrain et c'est le joueur le plus haut sur le terrain dans 80% des matchs parce qu'il ne participe pas au jeu. Il essaie de jouer des coups dans le dos de la défense. Et ça, moi, ça me pose problème. Ça apporte de la variété, mais ça me pose problème parce que, en fait, tu peux pas arriver à faire 80% de tes matchs où tu vas avoir le ballon, où tu as le ballon, et t'as un joueur, en fait, dans tes 11 joueurs, t'as un joueur qui ne te sert à rien. Et c'est le problème que j'ai avec Moses Simon, c'est qu'il n'y a pas assez de variété dans son jeu. C'est pas un joueur qui va décrocher, venir apporter sa qualité technique, des solutions de passe simples pour 2 se mettre, des solutions de passe simples pour le milieu. Il va se trouver le plus proche de lui. Généralement, c'est Camara ou ça va être Marchetti, voire Maxime Lopez. Non, il n'y a pas cette combinaison. Et du coup, de l'autre côté, euh, la problématique qui se pose, c'est aussi William Goebbels. Goebbels, quel poste? On l'utilise en neuf aujourd'hui. Est-ce qu'il ne doit pas plus être ailier gauche comme il a pu être utilisé parfois en Suisse? Je pense que ça peut être une alternative. Mais avant toute chose, parce que je n'ai pas trouvé très pertinent ce joueur en attaque, il va falloir recruter et tu auras un joueur fiable derrière la recrue en la personne de Jean-Philippe Crasso qui peut apporter sur 30-40 minutes en Ligue 1, voire même être titulaire, mais dans une équipe en confiance. Il va savoir tirer son épingle du jeu, on le voit avec la Côte d'Ivoire, il a marqué à la CAN là, très récemment. C'est un joueur qui peut t'apporter voilà, un minimum, mais il faut une équipe en confiance autour. Je pense que tu as besoin aussi d'avoir des ailiers qui lui apportent des ballons de qualité, ce qui n'a pas été le cas dans la première partie de saison. En Kebal qui a su. Il n'y a pas eu cette qualité-là, en fait. Il n'y a pas eu cette qualité-là. Et du coup, en fait, t'as trop peu de rotation fiable. Quand on regarde là, si on compte les joueurs, 1, 2, 3, 4, enfin, même à la couche, il n'était pas encore là, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on va compter Olila à la place de Sanguy. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. T'as 17 joueurs de Ligue 1, selon moi. Quand on regarde là, c'est pour ça qu'ils sont là. C'est parce que c'est des joueurs qui, pour moi, ont leur place dans la rotation. C'est trop peu. C'est trop peu, en fait. T'as trop peu de profondeur avec de la qualité. C'est pas des joueurs. Je vais pas dégrader la qualité des joueurs qui sont pas sur cette pelouse. Mais c'est juste des joueurs qui n'ont pas été soit utilisés, soit pertinents quand ils ont été utilisés. Donc on peut pas leur reprocher leur manque de qualité s'ils n'ont pas été utilisés. On peut pas leur reprocher leur manque de qualité si on savait déjà dès le début de la saison que c'était pas des joueurs qui étaient là pour amener une rotation qualitative à l'équipe. C'est des joueurs qui sont là pour la profondeur. C'est des joueurs qui sont là parce qu'ils ont rendu des services, mais on est un club professionnel. Il y a une certaine part comment dire, de résultats qu'on attend et on peut pas juste être là. Ouais, t'as été bon il y a 1 an ou il y a 2 ans, donc on prolonge. Je pense notamment, sans vouloir encore être offensant envers ces gens, ces joueurs-là, Kolo Dezak, qui arrive en fin de contrat, à qui on a proposé une prolongation, mais on le voit, hein, il a un
temps de jeu anecdotique, 120 minutes. 120 minutes, c'est même pas 2 matchs. Depuis le début de la saison, on est déjà à la moitié de la saison. Il a même pas joué 2 matchs de temps de jeu. Sachant qu'il a été titulaire sur la première rencontre et fautif contre Angers. Le gars, il a joué des bouts de match comme ça. Je pense que c'est pas pertinent de conserver des joueurs comme ça. Julien Lopez, c'est pareil. Très peu de temps de jeu. Cafaro, Dico, Amel, Gori, Gay, Doucet. C'est des joueurs qui ont eu trop peu de temps de jeu ou qui ont été blessés trop souvent pour qu'on puisse compter sur eux. Je pense notamment à Cafaro, Gay et Gori, ainsi que Doucet. C'est pour ça qu'ils sont en bleu ciel. C'est des joueurs que j'aurais tendance à prêter à des clubs pour qu'ils regagnent la confiance. Peut-être essayer d'en tirer un peu de vente, mais on peut pas y faire grand-chose aujourd'hui. C'est pas des joueurs qui vont t'apporter de la variété dans ton jeu ou qui ont la confiance du coach. Et du coup, dans ces cas-là, au mieux qu'ils partent. Et c'est beaucoup de joueurs qui sont restés parce qu'on leur a soit donné la possibilité de rester. Je pense à Julien Lopez, qui est là aussi pour récompenser son parcours au sein du club. Je pense que à la fin de la saison, il sera pas prolongé. On sera sur un joueur qui aura rendu des services en Ligue 2, mais pas forcément beaucoup en Ligue 1. Nouadiko, il a pas la confiance du coach. Je le sens pas, en tout cas, dans la rotation, alors qu'il y a un problème d'attaquant. Ouais, il n'a pas plus de temps de jeu que Hamel qui a été blessé dès la 2e ou 3e journée. Voilà. Le mec, il est là, il est dispo, hein. Il est sur le banc, mais il joue pas. Donc à partir de là, on peut pas dire qu'il a la confiance. Hamel blessé trop souvent. Un profil un peu atypique, mais qui a pas les qualités physiques pour être dominant en Ligue 1 non plus. Cafaro, techniquement, il a pas montré qu'on pouvait compter sur lui dans une rotation à la place de Moses Simon. Lamine Gueye, c'est un peu pareil, blessé depuis 2 ans. Je pense que il rentre plus dans les plans de la nouvelle direction sportive, au même titre que Halim Migori, qui a pas du tout montré des signes de on peut compter sur toi et de qualité offensive. Et du coup, ben, je préférerais ne pas l'avoir dans l'effectif sur la 2e partie de saison, si c'est possible. Après, ça reste toujours un joueur d'expérience qui peut apporter. S'il est dans de bonnes conditions, et le problème, c'est qu'il n'a pas été dans de bonnes conditions depuis le début de la saison. Donc moi, voilà, quand on se concentre, je vous propose, et je vous proposerai au moins 5 postes, à 5 postes des recrues. Donc en priorité un défenseur central. Donc c'est là où je pense qu'il y aura des profils les plus nombreux, des noms qui vont ressortir. Ensuite, on aura un 6, au moins un profil physique, un profil expérimenté, qui sur les 2 postes, hein, profil physique et expérimenté. 6 et défenseur central, peut-être plus droitier le défenseur central, de manière à vraiment amener l'équipe à être meilleure dans ces aspects-là. Et je vous proposerai aussi un 9 qui va avoir eu au moins de l'expérience et de la pertinence. Et enfin, un ailier gauche de rotation, soit plutôt un jeune, parce que il faut aussi rajeunir un peu cet effectif, avec un jeune aussi sur le poste d'arrière droit. Voilà ce qui va être proposé. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette petite vidéo. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, en vous souhaitant une agréable année 2026.